Mio padre è venuto in 22 e la mia mamma è venuta in 23, un anno dopo. E poi è morta la mia nonna, è ritornata in Italia, ma il mio padre come fascisti l'hanno proseguita 3 volte a fucilate. Quando sono andato per la prima volta in Italia nel 1946, avevo 20 anni, non avevo mai messo piede in Italia. Sono arrivati nel piccolo borgo dove c'era mio padre e c'è una loggia, una donna mi ha detto: te sei Leo? Gli ho detto sì. Mi ha detto: vedi i buchi che c'è nel muro? Gli ho detto sì. E quando i fascisti hanno tirato al tuo babbo. Moi, je suis arrivé, il y avait toute la mairie, etc. Puis je me suis mis à parler en italien avec eux. Ils m'ont dit: on ne savait pas que tu parlais italien comme ça. J'ai déjà appris à parler l'italien avant d'apprendre à parler le français. Ah ouais. Parce que vos parents, ils étaient donc tous les deux italiens Tous les deux italiens, tous les deux de Roccastrada. Perché c'è il comune, il y a la commune et puis il y a les petits villages autour qui font partie de la commune. Au total, ça fait 25 000 habitants à Roccastrada. Mais mon père était à Torniella, ma mère était à Piloni, ils étaient à 2 km. Le cimetière d'ailleurs, il est commun, Piloni et Torniella. Et, ils sont arrivés en France quand mon père quand en 1915 l'Italie s'est engagée dans la guerre, il a dit: moi j'ai rien à faire contre les Autrichiens, s'il y en a qui ont des biens à défendre, qu'ils les défendent. Moi, je suis charbonnier, je pars, je reste 2 ou 3 mois dans la forêt, dans des huttes faites avec des mottes, je mange que de la poulette et quelques morceaux de fromage sarde, et il dit: moi je ne veux pas me battre, et il a déserté. Et quand il a été pris, ils ont fini par le rattraper, il est passé au tribunal. Quand il est passé au tribunal, le président du tribunal, il lui dit: Monsieur Landini, qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Il a dit: Monsieur le Président, sachez que je suis d'une trempe qui rompt, mais ne plie pas. Si demain j'avais l'honneur d'être membre du tribunal du peuple, pour les gens de votre espèce, ce serait tous la peine capitale. Il en a pris pour 20 ans. Seulement en Italie, il y avait 800 000 déserteurs. Les Italiens ne voulaient pas aller au front aussi facile, c'est pas comme les Français. Et après l'armistice du 11 novembre, presque toutes les familles italiennes avaient un déserteur, qui le cousin, qui le frère, qui la sœur, tout le monde avait un déserteur. Et ça commençait à gronder en Italie, et ils ont relâché les déserteurs au début de l'année 19, c'est-à-dire que mon père est rentré à la maison avant ses copains qui étaient partis au front. Ensuite, il est devenu adjoint au maire à Roccastrada, et c'était mairie socialiste. Et quand il y a eu la scission communiste-socialiste, mon père était pour la scission communiste. D'ailleurs, ma fille a retrouvé des documents à Florence de l'époque et à la mairie de Roccastrada, où il y a justement écrit à la main les discussions entre mon père en réunion de conseil municipal et le maire. Quand le maire disait: mais Aristide, il faut quand même qu'on respecte les lois. Et mon père lui a dit: mais attends, les lois, elles sont faites pour eux. Eux, ils arrivent. Il faut savoir qu'à Bologne, les combats, ils ont duré pendant 3 jours, à coups de fusil, et les fascistes ont dû quitter Bologne. Donc, c'était des coins très rouges. Et dans un petit village à côté de Roccastrada, les fascistes sont arrivés, et il y en a plusieurs qui se sont fait tuer à coups de fusil. Parce que quand ils sont arrivés dans le village de mon père, quand ils sont arrivés un dimanche matin à 4 h du matin, si ma mémoire est bonne, ils ont tué 9 personnes, ils en ont blessé 70, et ils ont brûlé 11 maisons. Ils sont arrivés à 4 h du matin, les carabiniers leur faisaient voir les maisons où habitaient les responsables ou de la mairie ou des mouvements, mais mon père il était à la mairie, et il était secrétaire de la section communiste, c'est lui qui l'avait fondée. Et mon père, à 3 reprises, ils l'ont poursuivi. Et à 3 reprises, ils l'ont raté. Alors, bon, il a dit: il va falloir que je quitte l'Italie. De toute façon, en Italie, les Italiens ne supporteront pas le fascisme pendant très longtemps. Je pourrais rentrer. Mais quand il a fallu choisir le pays où aller, ben, il a dit ben, je vais aller quand même au pays des droits de l'homme, au pays de la Révolution, au pays de la Commune, le seul pays au monde où sur les bâtiments publics il y a écrit liberté, égalité, fraternité.
Il a choisi de venir en France. Et il a passé la frontière en fraude. Mais à Saint-Raphaël, mon frère était à Saint-Raphaël, nous étions au Muy. Il est venu au Muy. Et il y avait un camp de concentration à côté du Muy, à Villepé, où il y avait à peu près un peu plus de 1000 Espagnols, femmes et enfants, réfugiés espagnols de la guerre d'Espagne. Mon père avait fait passer le tambour, parce que mes parents avaient une épicerie, a fait passer le tambour dans les rues du Muy, en disant, avis à la population, les gens qui veulent porter de l'aide aux Espagnols, des couvertures, des boîtes de lait pour les enfants, des vêtements, apportez-les à l'épicerie Landini. Mon frère est venu de Saint-Raphaël avec la camionnette de son patron, il a tout embarqué, et il l'a mené aux Espagnols. Et quand il est arrivé, les flics français lui ont dit non, vous quittez tout ici, nous on le remettra. Il a tout déchargé, peut-être 8 ou 10 jours après il est passé parce qu'il y avait des fils de fer barbelés. Quand on parle français et italien, c'est habla un poquito l'espagnol. Et les Espagnols, ils ont dit non, on ne nous a rien donné. Alors on a refait passer le tambour encore dans la ville. Quand mon frère est arrivé, les flics lui ont fait signe d'arrêter, il a dit oui, puis il a accéléré, il est rentré au milieu du camp, il a tout distribué. Mais quand il est sorti, ils l'ont arrêté. Et il a été expulsé. Mais entre Saint-Raphaël et le Muy, 4500 signatures ont été récoltées en 48 heures, demandant à ce qu'il ne soit pas expulsé. Il n'a pas été expulsé, mais il avait été mis en assignation de résidence. Mais quand nous étions au Muy, chaque fois qu'il y avait un illégal, qui n'avait pas de papier, qui était recherché, etc., ou la bourse du travail ou la fédération, on avait un téléphone. Au Muy, il y avait 4 ou 5 téléphones. Nous, à l'épicerie, on avait le téléphone. Ils nous disaient, on vous envoie un copain. Et on a eu des tas de gens qui sont venus. Et il y en a un qui s'appelait Ercoli, mais il boitait un tout petit peu. Et l'habitude toscane de donner des surnoms, mon frère l'avait surnommé Rotas Gonfia, roue dégonflée. Il a passé une douzaine ou 15 jours chez nous, et puis, un jour, il est disparu, on n'a jamais su qui c'était. Après la libération, on était au cinéma, il y avait les actualités, d'un seul coup, mon frère fait un bond, il dit « Rotas Gonfia ». C'est là qu'on a découvert que Togliatti avait passé 12 ou 15 jours, je ne me rappelle pas bien, chez nous. Ma fille, qui a écrit un livre, m'a dit à quelle époque il est passé. J'ai dit écoute, tu me demandes ça plus de 50 ans après, je crois que ça devait être en 1936. Et elle a recherché dans les archives, puisqu'elle est historienne, et il était passé, il était en circuit pour rejoindre Moscou en 1937. Il est donc passé chez nous en 1937. Mais quand on était au Muy, il y a Marcel Cachin qui est venu manger à la maison, il a couché à la maison. Jacques Duclos est venu, il a mangé à la maison, il a couché à la maison. C'est pour ça que les gendarmes ne nous aimaient pas beaucoup. Et c'est là qu'on a fini par décider de tous partir à Saint-Raphaël. Je suis allé 3 mois avant mon certificat d'études. Mon certificat d'études, c'était début juin 1939. J'ai passé donc mon certificat d'études à Saint-Raphaël. Et vous êtes né en quelle année? Moi, je suis né en 26 au Muy. Et j'ai ma sœur qui est née, elle, en 27. Moi, je suis né en avril, elle est née en 27, en décembre 27. Et ma sœur, après la libération, bien sûr, elle a été pendant 37 ans la secrétaire générale du groupe communiste à l'Assemblée nationale. Sale macaroni, va dans ton pays, tu manges le pain des Français, ça m'a été dit à plusieurs reprises. Mais dans le film que vous avez vu, je le dis, qu'après la libération, quand je suis revenu, les gens qui m'avaient traité de sale macaroni, j'avais bien envie d'aller lui mettre la main sur la figure. Parce que là, j'avais 20 ans et j'étais quand même solide sur mes jambes. Nous, avec ma sœur, on était habitués, quand il y avait quelqu'un à la maison, de ne pas parler, de rien dire à personne. Ce qui fait qu'à la maison, mon frère et mon père parlaient en toute liberté. Quand il y a eu l'occupation italienne, parce que sur la Côte d'Azur, c'était l'occupation italienne, moi je me souviens d'une discussion à la maison, et mon père dit, maintenant les choses ont changé, c'est fini la résistance avec des tracts et avec des affiches, maintenant et les Italiens qui nous occupent, il faut les tuer. Et ma mère lui dit, mais Aristide, dans l'armée italienne, il y a peut-être mes frères, il y a peut-être mes neveux, et mon père lui a dit, écoute, en 14, moi j'ai refusé de partir. Mais ils n'ont qu'à faire pareil, ils n'ont qu'à déserter. S'ils viennent ici, ils viennent en tant que représentants de Mussolini, pour qu'ils comprennent qu'un pays qui en occupe un autre, ce n'est pas un pays libre, il faut qu'on les tue. Et je me souviens que mon frère lui a dit,
Papa a raison. Moi, quand je suis arrivé, ils m'ont mis dans le groupe des Italiens. Mais il y avait des Italiens et des Espagnols dans le groupe. Celui qui commandait le groupe, son surnom c'était Paulan et son adjoint c'était François. François, on sait qu'il a été arrêté. Il n'a pas parlé puisque personne n'a jamais été arrêté. Et quelque temps après, c'est Paulan qui a disparu. Alors, on ne sait pas ce qui s'est produit parce que 2 mois avant, au mois de juin, on a demandé aux Italiens, qui avaient une expérience du combat, s'ils acceptaient de partir en Italie pour aller prendre des commandements des maquis partisans italiens. Et certains sont partis. Il y en a un, Mario, il était commandant, il s'est fait tuer. Il était à Milan, il est parti vers l'Italie du Nord. Ils n'ont jamais retrouvé son corps, jamais rien. Et Paulan a disparu. Alors on ne sait pas s'il est parti en Italie, qu'il a disparu en Italie, mais on présume qu'il a été arrêté à Lyon et qu'il a disparu à Lyon. Et donc, ça c'était une période, parce que justement si on parle des Italiens, de rappeler que les deux responsables du groupe des Italiens ont disparu tous les deux. Et à partir de là, on a été disséminés dans différents groupes. Donc il y avait un peu des Italiens, un petit peu dans chaque groupe, mais l'essentiel, c'était des Juifs polonais qui étaient là. En décembre 1940, mon frère est allé faire dérailler des wagons de marchandises qui partaient pour l'Allemagne. Et ça a été dit à la maison. Et moi j'avais 14 ans, et je voulais participer. Mon frère m'a dit, reste tranquille, tu es trop petit. Et quand j'ai commencé à avoir 15 ans, j'avais un copain qui s'appelait Jeannot Carrara, qui lui a été tué en mars 40 par des Allemands, par des SS. Il a été tué dans un combat. Avec lui, on prenait des étiquettes, on mettait des mots sur les étiquettes, on allait les coller dans Saint-Raphaël. Et puis, comme deux gamins pas très malins, on prenait plaisir à les coller ça sur la porte du commissariat. Et ça finit par faire du raffut à Saint-Raphaël. Et mon frère, il a compris, il a dit, ça c'est des conneries, il n'y a que mon frère pour faire ça. Alors il m'a engueulé, il m'a dit, maintenant, quand on aura besoin de toi, on te le dira, et tu viendras participer. Et j'ai commencé avec lui à participer, à déchirer les affiches avec mon père, déchirer les affiches de Pétain, coller des petits papillons, enfin, j'ai commencé avec lui. Et en octobre 1942, la zone sud n'était pas encore occupée par les Italiens. Je suis allé participer, j'avais 16 ans et demi, à un déraillement entre Saint-Raphaël et Cannes d'un train de marchandises allemand. Et en 1942, au mois de novembre, le 11 novembre, le 12, les Italiens sont arrivés le 12 parce qu'ils s'étaient arrêtés à Cannes, ils sont arrivés le 12 à Saint-Raphaël, c'est là que le soir, mon père a dit, on ne peut pas accepter cette occupation, il faut qu'ils sachent qu'il ne doit pas rester. Les premières bombes qui ont été mises contre les troupes d'occupation entre Marseille et Ventimille, elles ont été mises à Saint-Raphaël. C'était mon frère, notre copain Oscar Marucci, qui était d'une famille d'antifascistes italiens également, qui les avait préparées, et je suis allé, moi, avec Jean Carrara, Elfio Gianardi, José Garcia, on était allé les mettre. Et la dernière qu'on a mise, c'était une grosse bombe qu'on a mis dans un restaurant où il y avait 195 chemises noires qui faisaient un repas. Et le restaurant, d'un côté, il était dans la rue, de l'autre côté, il était au premier étage. Et par la déflagration, ils devaient tous descendre du premier étage. On a mis la bombe, mais on n'était pas des spécialistes, la bombe n'a pas explosé. Mais quand la bombe n'a pas explosé, les Italiens, ils ont fait opérer l'OVRA, la Gestapo italienne. Ils sont arrivés à Saint-Raphaël, au bout de quelques jours, ils ont arrêté le copain de mon frère, Oscar Marucci, ils ont arrêté notre copain, Joseph Zuru, ils sont allés chez Jean Carrara, il n'était pas là, et ils sont venus chez moi pour m'arrêter. Vous me pardonnez une seconde. Ça, c'est ma sœur. Celle qui est venue en France, qu'elle était toute petite. Elle avait 4 ans quand elle est venue en France. Oui. Et donc, ils ont arrêté les... ils ont arrêté ces deux et ils sont venus chez moi. Quand ils sont venus chez moi, moi je n'étais pas là, mais il y avait mon copain Jean Carrara, qui lui avait 1 an et demi de plus que moi. Et ma mère, quand elle a vu les carabiniers arriver, parce qu'il y avait un jardin, elle l'a poussé Jeannot, elle a dit saute le grillage, je pars de la maison parce qu'ils ne viennent pas pour nous faire la fête.
Et ils ont demandé, votre fils, est-ce qu'il est là? Et ma mère lui a répondu, non, il n'est pas là. Oui, il est parti à la forêt. Quand est-ce qu'il revient? Oh, des fois il reste 8 jours, des fois il reste 15 jours, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il revient. Il travaille à la forêt avec son père, il n'est pas là. Quand les copains ont été avertis, Jeannot Carrara, qui était plus vieux que moi, ils l'ont envoyé à Nice, dans les FTP-MOI de Nice, qui existaient déjà. Parce qu'à Saint-Raphaël aussi, c'était les FTP-MOI. Et moi, je ne voulais pas partir, ils ont fini par me décider. Ils m'ont donné une boîte d'allumettes cassée en deux en me disant, les camarades du parti viendront, ils t'apporteront la boîte d'allumettes, tu pourras faire confiance, tu sais que c'est des camarades qui viennent de notre part. Et quand je suis parti donc en Creuse, où il y avait l'oncle de ma belle-sœur, qui était un agriculteur là-bas, avec toute la famille, excepté mon père et mon frère. Hein. Un mois après, c'est mon père et mon frère qui ont été arrêtés. Et ils les ont battus, mon père à coups de chaîne. Ma mère, une dizaine de jours après, quand elle est retournée, parce que de la Creuse, elle est venue les voir, elle m'a dit, papa, il avait le cou tellement tout noir, gonflé par les coups de chaîne. À mon frère, ils lui ont fait boire 1 litre de pétrole, manger 1 kilo de sel, puis il lui a mis un casque qui a fait exploser tout le cuir chevelu. Il est resté 6 heures dans le coma. Au bout de 6 heures, quand il a repris connaissance, il a dit, si j'ouvre les yeux, ils vont recommencer. Donc il a dit, je simule la folie. Et il se faisait ses besoins dessus. On l'asseyait sur un banc comme ça, il ne se relevait pas, il restait 1 heure sans bouger. Il avait la bave qui coulait, il y avait les mouches qui venaient, il ne chassait pas les mouches. Et ils ont fait venir des spécialistes. Et les spécialistes ont dit, vous l'avez massacré, il ne redeviendra plus jamais normal. On les a transportés de Saint-Raphaël à Menton d'abord, puis de Menton, on les a menés aux prisons nouvelles à Nice. Aux prisons nouvelles à Nice, les Italiens en septembre 1943 ont arrêté la guerre, et les Italiens, ils ont dit « Ciao ragazzi, nous on s'en va, pour nous la guerre est finie ». Il faut savoir que quand ils arrivaient à Menton, il y avait les Allemands qui les désarmaient, qui les arrêtaient. Moi j'ai retrouvé en 1944 des Italiens qui étaient en prison depuis cette époque-là, à Lyon. Ils étaient dans les prisons gardés par les Allemands à ce moment-là, par les Français à ce moment-là. En arrivant au Muy, ils voulaient descendre à Saint-Raphaël, sauter du train à Saint-Raphaël, parce qu'il y avait des cousins à ma mère qui n'étaient pas très loin, et ils voulaient aller chez les cousins. Mais quand ils sont arrivés à Saint-Raphaël, des deux côtés du train, il y avait des Allemands avec le fusil et la mitraillette. Et ils ont dit, là on ne peut pas. En arrivant au Muy où je suis né, ils ont sauté du train, et ils sont partis en courant. Et c'était les Français qui les accompagnaient. Hein. 5 flics français les ont poursuivis en leur tirant dessus. Et à un moment donné, c'était au propre, mon père est arrivé dans les broussailles, il se tourne, il voit son fils tomber. Il a dit, ils l'ont touché. Il retourne en arrière, il a été pris avec. Mon frère, il m'a expliqué que d'un seul coup, ça faisait des mois qu'il ne bougeait plus. D'un seul coup, faire une course de 800 mètres, j'ai une brûlure dans la poitrine. Et puis quand j'ai ouvert les yeux, ben, il y a les flics qui m'ont emmené. Ils les ont emmenés à la Gestapo à Marseille. La Gestapo les a menés à Dijon. À Dijon, mon frère, il a fait un scandale, parce que là, il ne faisait plus le fou. Hein. Mon frère, il a fait un scandale en disant, mais mon père, c'est un Italien, il n'a rien à faire là. Alors, ils lui ont donné la permission, parce qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé avant. Les Italiens, ils ne laissaient pas de documents. Hein. Ils ont dit, ben, vous allez jusqu'au consulat, et vous revenez avec les papiers prouvant qu'elle est italienne. Et quand ils sont sortis, au lieu d'aller au consulat, ils sont allés à la gare. Hein. Et mon frère, il a demandé aux garçons qui leur servaient le café, il leur a demandé, est-ce qu'il y a moyen de s'en aller, parce qu'ils nous amènent en Allemagne, on ne peut pas y aller. Oh, il a dit, moi je m'occupe de rien, ça c'est des histoires qui ne me regardent pas. Au bout d'un petit moment, il y a un cheminot qui arrive, il leur dit, vous voulez aller où? Et ils voulaient rejoindre la Creuse, où il y avait ma mère, la femme à mon frère, les 2 enfants à mon frère. Il dit, on veut aller à Saint-Dizier-les-Reines en Creuse. Il dit, bon, ben vous me suivez, mais vous êtes quand même une dizaine de mètres derrière, quand je vous fais signe avec la main, vous montez dans la locomotive, et vous mettez du charbon, et vous noircissez le visage, vous mettez du charbon. 6 jours et 6 nuits, ils ont voyagé avec des Français, incapables de dire où ils sont passés, et incapables de dire quels sont les Français qui les ont accueillis. Mon frère est parti à Lyon, quelque temps après il m'a écrit que j'aille le rejoindre. Quand je suis arrivé à Lyon, mon frère était commissaire aux effectifs, commissaire politique. Et moi je suis arrivé, bien entendu, en bas de l'échelle. Quand je suis arrivé, il m'attendait avec un autre. Et l'autre me regarde, puis un petit jeune, un gamin, maigrelet,
Il me dit, tu sais, ici, on est en opération tous les jours. L'espérance de vie est de 3 mois. Alors, si tu ne veux pas rester, on te paye le train et tu retournes en Creuse. Moi, il m'aurait donné une gifle, il ne m'aurait pas plus fait mal. J'ai dit, pourquoi? Tu crois que je suis venu pour faire honte à mon frère? Alors, mon frère éclate de rire et lui dit, si je fais venir mon frère, tu peux être tranquille, que mon frère fera son travail. Et j'ai donc participé à une quarantaine de déraillements. J'ai, dans des garages, j'ai participé, c'est pas tous moi, on était ensemble, à peu près à 300 camions et véhicules, voitures des Allemands qui étaient parqués, qu'on les a fait exploser. Et mes états de service mentionnent une quarantaine d'Allemands abattus. Le 9 juin, le premier Allemand qui a été abattu après le débarquement du 6 juin, c'est moi qui l'ai abattu avec une copine italienne, Mafalda Motti. On l'a abattu dans les rues de Villeurbanne. C'est le premier qui a été tué après la libération, après le débarquement, c'est nous qui l'avons tué. Les flics français, on ne les tuait pas, on les désarmait. Mais si c'était un milicien, on lui faisait la fête, et si c'était un Allemand, on lui faisait la fête. Mais je répète, tuer, ça n'est pas humain. Et tirer à bout portant sur un homme, quand on voit les yeux, parce qu'il marchait sur le trottoir, et au moment où on arrivait comme ça, d'un seul coup, on se mettait devant pour lui couper la route. Il ne comprenait pas. Alors, comme un général, c'était des types assez grands, il baissait les yeux, et à ce moment-là, il voyait le pistolet contre son ventre. Et là, il mettait les mains devant pour se protéger, il ouvrait la bouche, et les détonations, c'était tout le corps qui vibrait. Et quand il était par terre, on lui tirait une balle dans la tête, et on lui prenait le pistolet, et partir sans courir. Mais c'est épouvantable, ces visages comme ça. Combien de copains m'ont téléphoné, comme j'étais le président, pour me dire, cette nuit, j'ai fait un cauchemar effroyable à tel endroit. Je tirais sur le boche, il ne tombait pas, il n'y avait rien à faire. Je me suis réveillé en sueur, je m'étouffais. Combien il y en a qui me fait ça? Et moi aussi, ça m'est arrivé, mais moi je ne le disais pas. Et j'ai été arrêté le 25 juillet 1944. Et on m'a mené à la Gestapo. Il y a eu Barbie qui est venu m'interroger. Alors j'avais 2 enfoncements de la boîte crânienne, j'ai eu le nez écrasé, j'ai eu testicules à coups de pied abîmés. 52 de mes camarades ont été arrêtés, pas un seul n'a parlé sur la torture. Donc il n'y avait pas de raison que moi, plus que les autres, je parle. Et ils m'ont mis au Fort Montluc. Mon frère a fait des recherches pour savoir si j'étais dans les prisons françaises. Je n'étais pas dans les prisons françaises, donc il a été certain que j'avais été fusillé. Et il ne mangeait plus, et les copains, une doctoresse, son mari c'est celui qui m'a fait mon buste qui est en au-dessus, le mari de la doctoresse, et il lui a dit écoute, on l'appelait Louis, Louis tu ne peux pas rester ici, je vais te faire un document avec le commandant militaire, et tu repars en Creuse chez tes parents, tu vas te reposer. Quand il est arrivé à la maison, ma mère, elle l'a vu arriver, elle ne me voit pas, dit qu'est-ce qui se passe? Où est ton frère? Il dit ben mon frère il a été arrêté. Il dit non, s'il avait été arrêté tu ne serais pas parti. Si tu es venu ici c'est parce que ton frère est mort. Et elle a fait teindre la mode italienne ses vêtements en noir en disant je porte le deuil. Moi quand je suis sorti de prison le 24 août, comme Grenoble était libre déjà depuis 2 ou 3 jours, ils ont pensé que l'armée française était arrivée là. Ça fait que le soir, ils ont abandonné toutes les prisons, y compris la prison du Fort Montluc, dans laquelle je me trouvais. Et quand ils ont abandonné la prison, on a entendu du raffut, et ils m'ont soulevé, mais c'est dans le film, ils m'ont soulevé par la fenêtre, il y avait la baraque des Juifs, les Juifs parlant yiddish comprennent l'allemand, et je leur dis qu'est-ce qui se passe? Il dit les Allemands abandonnent la prison. Alors je suis tombé, j'ai commencé à embrasser les copains, j'ai dit ça y est c'est fini, on va sortir, on va sortir. Et puis ça continue encore. Alors à ce moment-là, il me soulève à nouveau, il y avait 7 barreaux, je monte en haut, puis la baraque des Juifs, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit ben, les Allemands sont en train de partir. J'allonge la tête en travers les barreaux, je le vois partir. Alors à ce moment-là, de la baraque des Juifs, ces ennemis de la France, ces hommes qui n'étaient pas des humains, se sont mis à chanter le chant du départ. La République nous appelle, sachons vaincre ou sachons mourir. Toute la prison a chanté. La prison a chanté la Marseillaise. Et puis,
ça fait peut-être un peu vantard, mais c'est la vérité. Moi, j'entonnais l'Internationale et toute la prison, 950 personnes, ils ont chanté l'Internationale. Je pars, je vais vers la porte, j'entends parler, je me colle contre le mur dans l'obscurité, j'ai dit qui va là? Je dis on est des Français, j'ai dit avancez-vous à la lumière. Il y avait un vieux, mais là cette fois, là c'est vrai, c'est un vieux qui avait au moins 60 ans, avec des femmes, une hache à la main, il a dit on vous a entendu chanter, on a dit tant pis, on risque ce qu'on risque, on va leur ouvrir les portes. Ému, je les ai embrassés, puis je suis revenu avec eux dans la cour, puis comme j'ai une voix qui porte, j'ai crié, il y a des gens qui viennent pour nous sauver. Alors tout le monde est venu les embrasser, et moi j'ai dit Léon, il faut foutre le camp. Je vais à la porte de la prison, je sors dehors, au moment précis où je sors dehors, je vois un camion allemand qui arrive. J'ai dit je ne retourne pas dans la prison. Hein. Je pars en courant dans l'obscurité, j'y voyais rien, je suis allé taper contre des fils de fer barbelés, je me suis accroché au fil de fer barbelé, j'ai sauté dans le vide, j'avais l'impression d'avoir sauté 1 kilomètre, j'y suis repassé depuis, j'avais sauté à peu près 3,50 m. Et en tombant par terre, je me suis rendu compte que j'étais sur le ballast du chemin de fer. Et quand je suis arrivé à Villeurbanne, on m'a donné le commandement d'une compagnie, et la compagnie, il y avait 90 bonhommes italiens et 90 bonhommes espagnols. Et on a défilé dans les rues de Villeurbanne, et les Italiens chantaient Bandiera Rossa, et les Espagnols chantaient « O se l'empino, para marcha ». Et quand je suis parti, je suis arrivé, donc le train s'arrêtait à Vieilleville, je descends à Vieilleville, je connaissais quelqu'un, et c'était déjà le soir, il commençait à faire nuit, j'allais taper à la porte, il m'a dit « Léon, on croyait que tu étais mort », mais j'ai dit « Non, pas encore, tu vois, je suis là ». Et il me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai dit « Est-ce que tu peux m'accompagner jusqu'au Monteil où il y a ma famille ?» Il me dit, mais c'est un honneur pour moi, je t'emmène, je t'emmène. Il m'a emmené. À l'époque, le bruit avait couru que des miliciens étaient parachutés derrière les troupes françaises et qu'ils allaient dans les villages abattre, parce que les gens étaient dans les villages, les résistants, abattre les résistants. Quand la voiture est arrivée dans le village, chez moi, ils étaient tous à table, ils ont entendu le bruit de la voiture. Et là, je raconte un moment, quand toujours c'est cette émotion. D'abord, ma mère qui se met devant la porte en tenant la famille derrière en disant « Qu'est-ce que c'est ?»« Soy io, mamma !» Là, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Il y en a qui pleuraient, il y en a qui riaient. Tout le monde m'a embrassé. Puis je suis rentré dans la maison, j'ai remercié le gars qui m'avait emmené. J'ai dit « Si je dois quelque chose », il m'a dit « Tu es fou ». Il est reparti. Je suis rentré dans la maison, on s'est remis à table, puis maman, autant moi je parlais et mon père parlait, autant ma mère ne parlait pas. Et à un moment donné, elle se lève à table, elle dit, quand la guerre a éclaté, j'étais convaincu qu'à cette table, il y aurait des absents. Vous avez souffert tous les trois, mais tout le monde est là, c'est le plus beau jour de ma vie. Pauvre vieille. Voilà, quand je suis arrivé à la maison, à cette époque-là. Maintenant, moi, quand je suis arrivé en Creuse, j'avais des papiers, je suis allé à l'hôpital. Et à l'hôpital, quand ils m'ont ausculté, moi, je l'ai vu à la façon qu'ils se regardaient, ils ont dit, celui-là, il ne deviendra pas très vieux. Hein. Oh non, j'étais dans un tel état. J'avais l'enfoncement de la boîte crânienne qui suppurait là dans le cou, il y avait du pu dans le cou qui me coulait. Quand je suis sorti de prison, le bras tellement gonflé pour me parer des coups de matraque, que je n'arrivais pas à mettre le bras gonflé dans la veste. Quand je suis sorti, bon, j'étais dans un tel état que je suis resté, donc, du mois d'octobre jusqu'au mois de février 1946, du mois d'octobre 1944 au mois de février 1946 à l'hôpital. J'avais des permissions, je sortais 15 jours, je revenais à l'hôpital, je repassais 15 jours, jusqu'au mois de février 1946. Au mois de février 1946, j'étais réformé de l'armée, j'étais pensionné, et m'ont renvoyé à la maison. Ma famille était déjà toute partie, était déjà toute retenue à Saint-Raphaël. Et moi, je suis reparti à Saint-Raphaël, les retrouver. Donc je suis arrivé en mai 1946 à Saint-Raphaël, dans ma famille. Et à ce moment-là, mon père avait loué une grande villa, et nous étions 10 à table. Il y avait mon père et ma mère, mon frère, sa femme, ses 2 enfants, ma soeur, son fils, moi et mon autre soeur. Donc on était 10 à table. Il y avait toujours des camarades qui étaient là. Et chaque repas, c'était une réunion de cellule. Ça discutait, ça débattait à l'italienne. Les fenêtres ouvertes, tout le monde nous entendait. Hein.
Et c'est aussi comme ça que j'ai fait une certaine formation politique en vivant toujours au milieu de ces gens-là. Tout gamin, quand il y avait un événement important qui se passait à travers le monde, on avait une grande cuisine, nous autres. Il y avait 30-40 Italiens du village à mon père qui venaient discuter avec mon père et avec mon frère. Parce que mon père était l'adjoint au maire, c'était quand même un petit peu un porte-drapeau, et mon frère, il était responsable de la moitié du Var des jeunesses communistes. Alors, bon, il y avait, et moi, tout gamin, je venais mettre mon nez devant, Passafori, full camp. Et je sortais, puis 5 minutes après, je revenais. Et ça fait que j'ai jamais été candidat à rien, j'ai jamais été élu à rien, mon frère non plus. Et pourtant, la famille Landini, tous les trois arrêtés, tous les trois torturés, pendant des années, c'était la famille la plus importante de Saint-Raphaël. Il y a une rue qui porte le nom de mon frère, avec un député maire de droite. Il faut croire, quand le maire radical-socialiste est mort, Léon Lisnard, il y avait à peu près 600 personnes à l'enterrement. 6 mois plus tard, mon frère est mort, il y avait 1000 personnes à l'enterrement. Malgré mes 88 ans, je ne crois pas en Dieu. Mais dans un éventuel au-delà, si je rencontrais un de mes camarades mort, je voudrais pouvoir le regarder dans les yeux en disant jusqu'à la fin de ma vie, je me suis battu. Qu'il ne me dise pas, à un moment donné, tu as profité de ce qu'on avait gagné, et puis tu te laissais vivre. J'ai dit donc, j'aurais trop honte si ça devait recommencer, même à mon âge, eh ben, je serais encore parmi ceux qui, peut-être pas qui se battent, mais qui participeraient à l'organisation. C'est pas tout dit hein, là-dedans. Mais il y en a une autre qui m'a écrit, je dois avoir la lettre par là, en me disant que ça n'était fini des grands chefs, que j'aurais été pratiquement le seul véritable représentant vivant de la résistance, capable encore d'écrire, de faire un discours. Et je connais suffisamment de choses pour entrer, pour gêner les gens. Vous avez une fille, une seule fille? 2 filles. J'ai une qui est ici, professeure d'histoire, et celle qui est là, c'est celle de Nice. D'accord. Et donc, une, je sais qu'elle est historienne et qu'elle parle beaucoup italien. Toutes les deux. Très bien italien. Toutes les deux. Toutes les donc deux. Vous avez quand même, qu'est-ce que vous pensez vous avez donné à vos enfants? Ben, j'ai donné un jour que j'engueulais une de mes filles, elle me dit, mais papa, toi à 17 ans tu as tué des Italiens, mais des soldats allemands, mais nous on ne peut pas en tuer, il n'y en a pas. Mais j'ai dit, je ne vous demande pas ça, je vous demande de travailler à l'école, et de travailler très dur.